Salut tout le monde, salut le chat, particulièrement à Vladi, Lionel et Gaëtan qui nous souhaitent déjà la bienvenue. Je suis Pascal Eberhardt et avec Jonathan Fillon, on va vous présenter ce troisième épisode d'Overtime. Salut Jonathan. Salut Pascal. Terminé les pronostics, Pascal. Maintenant, on est passé aux choses sérieuses depuis mardi, la saison qui est commencée. On a tous eu la chance d'aller en patinoire ou presque. Ça fait du bien de revoir des spectateurs, de vivre ce championnat. Et ça commence assez bien la saison. Pascal, toi, tu étais du côté de Bienne. Moi, j'étais à Langnau samedi. On a eu 3 à des bons matchs et ça promet pour le reste du championnat. Voilà, et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, le chat est ouvert. On va suivre ça. Si vous êtes en direct, vous pouvez nous écrire. On est attentif avec Jonathan. Mais surtout, on ne va pas être tout seul pour discuter, puisque, comme d'habitude, on sera 4. Et on va commencer avec Jean-Philippe Presselwenger qui nous a rejoint. Salut Jean-Philippe. Salut Pascal, salut tout le monde. Et pour l'accompagner, Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut la bande. C'est bien, cette fois-ci, tu as allumé ton micro. Juste avant, j'avais le doigt dessus pour être sûr de ne pas l'oublier. Mais tu vois que là, la saison a commencé pour Steph aussi. Hein. Ah, voilà. Je suis prêt, enfin. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? Bien évidemment, faire un tour d'horizon du dernier week-end. On va vous présenter notre nouvelle rubrique du joueur du week-end et on va vous parler du programme qui vous attend cette semaine sur MySports. Mais tout d'abord, on va faire une petite exception. Un club n'a pas joué ce week-end, mais on va quand même en parler parce que c'était son retour en National League. Il s'agit bien évidemment d'Ajoie. Et Ajoie qui a donc joué mardi, qui rejoue demain à domicile. C'était le retour aussi du public pour la Raiffeisen Arena. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé du retour d'Ajoie dans cette National League? Stéphane. Moi, écoute. D'accord. Vas-y, Jean-Philippe. Jean-Philippe, non, mais il parle tout le temps, il faut le laisser parler. Vas-y. C'était à peu près ce qu'on attendait. Courageux, organisé, comptant beaucoup sur ses étrangers, et puis ils perdent à la fin. Donc, j'ai pas du tout été surpris par ce que j'ai vu. Et Steph, ils ont quand même offert une belle résistance au début, notamment. Et Bienne s'est un peu pris les pieds dans le tapis jusqu'à l'ouverture du score de Gaëtan Haas. Exactement. Ils ont été dans le match tout du long. Il ne manquait pas grand-chose. Mais souvent, pour ces équipes-là, ces néo-promus qui manquent de profondeur, qui misent souvent sur les joueurs clés, c'est souvent, comme Jean-Philippe vient de le dire, à la fin, c'est à la fin, on disait, à une certaine époque, on disait à la fin, c'est Berne qui gagne parce qu'ils avaient toujours le petit plus, il y avait toujours le joueur où ils arrivaient à faire la différence à cause de leur profondeur, de leur talent. Et maintenant, à la fin, c'est Ajoie qui va perdre souvent sur le fil, malheureusement, je pense. Pas parce qu'ils sont pas valeureux, pas parce qu'ils n'ont pas bossé ou pas organisé, c'est qu'il leur aura manqué un petit truc, ou l'adversaire aura le petit truc de plus. Qui a marqué 2 gros buts? Gaëtan Haas et Offert. C'est 2 joueurs suisses d'une qualité que Bienne n'a pas. Il n'y a pas de joueurs suisses de cette qualité-là du côté. Puis c'est deux exploits un peu individuels qui ont fait la différence. Et plus tu montes de niveau dans le hockey, plus les détails deviennent importants. Et ces détails-là ne sont pas en faveur d'Ajoie. Et si les étoiles ne seront pas parfaitement alignées, manque de réussite de l'adversaire, etc., ça va être hyper compliqué. Mais chapeau à eux, ils ont livré un excellent match à Ajoie. Mais à la fin, malheureusement, comme ce sera le cas, je pense, souvent cette année, valeureux, mais juste pas assez pour gagner. Mais messieurs, moi, je mettrai en lumière 2 choses. Premièrement, la performance de Tim Wolf, parce que Tim Wolf a été très bon à son premier match de retour en National League, parce qu'il avait quand même de l'expérience en National League. Ça faisait quelques années qu'il était en Swiss League. Et dès la montée, Gary Sheehan a été très clair que Tim Wolf allait être son premier gardien. Donc, il a tout misé sur Tim Wolf et honnêtement, dans ce premier match, il a été très bon parce que moi, j'étais à la Raiffeisen Arena et on sentait déjà l'énergie avec le spectacle d'avant-match, le jeu de lumière et tout ça est nouveau. Et grâce à Coca, on a pu se permettre du côté d'Ajoie d'avoir quelque chose qui ressemblait plus à un spectacle de National League qu'à un match de Swiss League. Et il y avait beaucoup d'émotions, les spectateurs étaient là, faisaient du bruit et Ajoie est rentré dans le match très intense. Mais rapidement, on a senti le momentum changer un peu et Bienne a commencé à mettre de la pression, à lancer vers la cage de Wolf. Mais Wolf a été très solide pour justement réussir à garder ce 0-0 le plus longtemps possible. Après, il a été battu par, comme tu le dis, Steph, des joueurs de la National League qu'Ajoie n'a peut-être pas dans son effectif là, niveau talent. Mais quoi qu'il en soit, Tim Wolf a gardé cette équipe-là dans le match jusqu'à la toute fin. Moi, ce qui me dérange peut-être un peu plus d'Ajoie, et ça va être quelque chose qu'on va devoir travailler rapidement
du côté de Gary Sheehan, c'est la responsabilité de DeVos et Hazen. Ils ont joué beaucoup trop. 28 minutes pour DeVos, 26 pour Hazen. J'oublie les secondes, là, mais c'est ridicule. Et ils ont pris un peu ils ont continué les mauvais plis qu'ils avaient pris en Swiss League qui fonctionnaient. En National League, tu ne peux pas te permettre ça. Et si ça perdure trop longtemps, moi, j'ai l'impression qu'à l'interne, ça va commencer à être un problème parce qu'il y a des joueurs qui vont être mécontents. Celui qui est supposé normalement, dans un club de hockey, avoir le plus de temps de glace, c'est ton défenseur numéro 1. Jérôme Gauthier-Leduc a eu 23 minutes de jeu, ce qui est raisonnable pour un premier défenseur. Mais c'est pas normal que ton premier centre ait 28 minutes de jeu et joue pratiquement toutes les minutes en powerplay, toutes les secondes. Il va y avoir des discussions à l'interne qui doivent se faire et il va y avoir des problèmes si ce temps de glace-là n'est pas mieux réparti et si les responsabilités de DeVos et Hazen ne sont pas, comment je pourrais dire, ne deviennent pas des responsabilités de National League parce que parfois, on les sent encore un peu trop tricher comme ils le faisaient en Swiss League. Ça fonctionnait en Swiss League, mais il n'y aura pas de succès en National League s'il reste comme ça. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'Ajoie ne jouait qu'un seul match en 7 jours? Faudra voir cette semaine. Il joue 3 matchs cette semaine avec 2 gros morceaux que sont Lugano et Zurich. Oui, sûrement. Voilà. Écoute, Gary Sheehan savait qu'il ne jouait pas, donc peut-être qu'il a dit, c'est le premier match, il voulait le gagner, il sentait qu'elle allait peut-être le gagner, puis il ne jouait pas le week-end. Évidemment, tu te dis, bon, on va pousser un peu plus la machine. Mais sur un match, jouer 28 minutes, le joueur, si on prend que ce match-là, un joueur, un attaquant, c'est un chiffre sur 2, 28 minutes en gros. Donc, tu peux pas, tu n'es pas efficace, tu compenses. Il y a des moments que tu es off dans ton chiffre. Puis regardez la longueur moyenne de ces chiffres, largement plus d'1 minute. Donc, vous allez me dire que quand tu joues 2 minutes en powerplay, ça augmente ta moyenne la moyenne de tes chiffres, c'est sûr. Et s'il y avait eu plus de 4 contre 5, moins de powerplay, ça aurait changé. Mais sur un match, tu ne peux pas être efficace en tant qu'attaquant à 28 minutes. Il a joué un gros match de Voss. Hazen a fait quelques erreurs défensives. Ils ont joué un bon match de hockey. Mais à un moment donné, sur 28 minutes, tu es obligé de compenser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ton chiffre d'1 minute 20, tu es off pendant 10 secondes, tu es off. Ce que tu peux te permettre en Swiss League, mais en National League, ce n'est pas viable. Tu n'es pas à fond. Regardez le temps de glace moyen. Dans cette ligue-là, en moyenne, les joueurs qui font les attaquants qui font les chiffres les plus longs, c'est 40-45 secondes de moyenne sur l'année. À Davos, il y a une équipe qui change souvent très, très vite. On est à 33-35 secondes. Lui, il est à 1 minute 20 à peu près. Là. Non, mais vous allez me dire, c'est un match, ça va se résorber, mais là, entre 22 et 28, il y a une marche. L'année passée, les attaquants les plus utilisés, c'était 22-23. Puis on parlait de Dernay, qu'on disait que Dubé coach à 2 lignes, puis c'était 23 puis 24 des fois. Là, on est à 28. Donc, forcément, mais on va voir cette semaine. L'échantillon sera représentatif beaucoup plus cette semaine. Ils ont 3 matchs cette semaine. On va voir comment ça va se passer du côté de la gauche. Alors, dans les comptes, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement là que j'allais, Pascal. Dans le chat, il y a Patrice là, qui va un peu dans le même sens que ce que tu disais, Steph. Fallait faire bonne impression. On avait le luxe d'avoir une semaine de congé par la suite. Il y a Patrick qui dit tout ne pourra pas être sur les épaules de. Tout ne pourra pas reposer uniquement sur DeVos et Hazen, même s'il y a un effectif qui est quand même réduit, restreint en talent. C'est vrai qu'on va devoir un peu partager le temps de glace. Et il y a Thierry qui dit Martin Ness, entre parenthèses, renfort de National League, moins de 7 minutes. Par contre, Martin Ness, c'est un joueur de 4e trio à Rapperswil qui n'avait pas obtenu de points de la saison. On ne peut quand même pas en faire un joueur de premier trio puis le faire jouer non plus 22 minutes. Mais c'est vrai que son temps de glace aurait peut-être pu, en mission défensive, du moins, être mieux réparti. Puis, Patrick a répondu aussi par rapport au shift en disant que Tom Ernest a eu quasiment le même temps de jeu ce week-end et c'est en moyenne 10 présences de plus sur la glace pour le défenseur de Genève Servette. Pour le premier match, c'est ça. Donc, le défenseur de Genève Servette joue autant de temps que DeVos, par exemple. Mais il va plus souvent s'asseoir. Il fait des chiffres beaucoup plus courts. Donc, il vient prendre son chiffre, il boit une gorgée d'eau, puis il repart. Donc, la longueur des chiffres. Moi, ce qui m'a choqué dans le match sur DeVos, encore une fois, je trouve qu'il a disputé un grand match, un bon match de hockey, c'est qu'à un moment donné, il a été 2 minutes sur le power play. Bon, la configuration a fait qu'ils ne sont pas beaucoup sortis de la zone. Donc, s'il ne dégage pas et tu as le banc opposé, tu ne vas pas changer. Et là, il a fait son 2 minutes. OK? Le puck est sorti, finalement. Puis, il n'est pas allé changer. Il est resté sur la glace, puis il a rattaqué pendant 10, 15, 20 secondes. Et là, il était HS, complètement en service. Puis là, il allait changer sur le back-check gentiment. Ça a donné quoi?
Ça a donné une attaque à 4 contre 3, à 5 contre 4 dangereuse le temps qu'il se rende au banc. Il a eu de la peine à se rendre au banc. Et ça, c'est pas un comportement de National League. Tu peux rester 2 minutes une fois sur le power play si c'est statique et tout. Ça peut arriver. Ça arrive dans tous les clubs. Mais il va changer la première occasion, par exemple. Je pense que ça va être le mot de la fin sur cette discussion de HC Ajoie. Comme ils n'ont pas joué ce week-end, on va moins s'attarder sur eux. On parlera bien évidemment du club de Porrentruy un peu plus en détail la semaine prochaine avec ces 3 matchs dans les jambes, et notamment les 2 matchs du week-end à Zurich et contre Ambri-Piotta. On va donc enchaîner et on va se tourner vers le Lausanne Hockey Club. Et Lausanne qui a joué aussi un seul match, mais c'était ce week-end, le premier à Bienne. J'ai eu la chance de commenter ce match. J'ai vu pas mal de bonnes choses, mais aussi pas mal de petits détails. C'est vrai qu'on peut retirer la bonne performance, notamment de Jiri Sekac, qui a imposé son jeu physique face aux Biennois, mais sur la longueur, il a peut-être manqué. Il y a peut-être eu cette pause entre la Champions League et le début de la National League qui a fait qu'ils ont manqué de rythme comparé à Bienne, qui avait joué le mardi soir. Et on voit aussi que Bienne a de la forme avec ses 3 victoires en 3 matchs, on en parlera après. Mais c'est vrai que Lausanne était peut-être un tout petit peu trop court pour cette première rencontre. Jean-Philippe, je ne sais pas ce que toi tu en pensais, tu n'étais pas sur ce match-là, mais... Non, mais être trop court au moment où tu commences le championnat, quand tu as un effectif comme ça, il y a quelque chose qui ne joue pas. Tu ne peux pas être trop court au début de championnat alors que tu as déjà eu 4 matchs avec de l'enjeu. Voilà. Alors effectivement, au début, il y a peut-être les gars des qualifications olympiques qui ont manqué, mais c'est pas les gens qui portent le poids de l'équipe sur leurs épaules, qui étaient peut-être un peu Metkenins, Gernat, ok. Mais après, les autres, ils ont un rôle un peu plus dans l'ombre. Je pense que de dire qu'ils étaient trop courts parce qu'il y a eu un creux, alors je pense que c'est pas le creux le problème, c'est d'être trop court le problème. Il y a quelque chose qui a cloché. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en dehors. Ils ont retiré des gens. Il y a l'affaire Joris. Il y a après Berchi, on ne savait pas trop. D'ailleurs, au moment du match, je ne sais pas si ses coéquipiers étaient au courant ou pas, mais on a eu la confirmation que dimanche, qu'il partait à Fribourg. Je ne sais pas dans quel état d'esprit on attaque un championnat dans ces situations-là. Je n'ai jamais été dans un vestiaire de hockey longtemps. Donc, je me pose des questions si l'extra-sportif ne commence pas à toucher le sportif. Pas les qualités techniques, les qualités de joueurs, mais plutôt les qualités de personnes. Je me demande s'il ne manque pas quelque chose d'humain là-dedans. Mais Jean-Philippe, tu dis l'extra-sportif. L'année passée, déjà, Petr Svoboda se faisait un petit peu pointer du doigt par ses techniques nord-américaines. Je n'ai pas parlé de Svoboda, là. Je parle juste de l'effet qu'on enlève George Joris d'un vestiaire dans lequel il était vraiment une personne appréciée. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, parce qu'on s'entend que de décider de faire le transfert, ça vient en grande partie de Petr Svoboda, c'est lui qui prend la décision. Après l'entraînement, il a juste pris son équipement, il a fait « moi, je m'en vais à Genève, les gars, c'est terminé pour moi ici ». C'est des techniques qui sont peut-être un peu plus nord-américaines, qui ne sont pas nécessairement... Et là, oui, c'est Svoboda, mais c'est tout Lausanne. Steph, c'est vrai que ça peut peut-être déstabiliser un peu un vestiaire, surtout la veille du premier match de saison. De voir partir un morceau comme Josh Joris. C'est sûr qu'humainement, les gars, c'est pas des machines. Hein? Donc, tu as ton pote dans le vestiaire qui... Bon, ça, c'est une réalité très nord-américaine. Ton pote dans le vestiaire, il est changé du jour au lendemain, il prend l'avion l'après-midi, puis tu ne le revois pas qu'en Skype, et puis voilà. Donc, c'est une réalité très nord-américaine que du jour au lendemain, l'insécurité, voilà, ici en Europe, on le vit pas beaucoup, peu, quasiment jamais. Ça commence un petit peu des échanges, des trucs comme ça. Et voilà, donc ça, c'est toujours difficile de voir ton pote. Moi, mon fils en Amérique, il joue en junior, il y a des échanges. La date limite des échanges d'avant-saison, c'était il y a 2 semaines. Il a perdu un de ses meilleurs copains. Il est arrivé à la patinoire le matin. Il y a un défenseur qui venait de se faire échanger à Cap-Breton, à 17 heures de route de Québec. Il a dit « Ciao Théo, je viens d'être échangé. » Mon fils a été affecté. Il m'a appelé, il dit « Papa, je vais perdre un de mes meilleurs potes. » Il est échangé, il était tout déçu. Le gars est parti à la maison. Le gamin de 19 ans est parti à la maison, a fait ses bagages de sa famille d'accueil, a rempli sa bagnole, a fait 2 jours de voiture pour se rendre à sa destination. Ciao les gars, bonne chance à vous. Donc, forcément, tout le monde est affecté. C'est de l'humain. Tu perds un copain, tu perds un ami, tu perds un confident, tu perds un pote. Ben voilà, c'est comme ça. C'est une réalité qu'on va vivre de plus en plus, mais qui n'est pas encore assimilée dans le hockey suisse. Puis oui, la réponse est oui, ça affecte forcément le moral d'une équipe. Et puis, ça affecte les joueurs, mais c'est des professionnels. On sait que
il y a beaucoup de changements dans ce milieu-là. Les équipes changent chaque année. Et puis Berchi, tout le monde est déçu qu'il parte, je pense, parce que c'est un bon joueur de hockey qui est apprécié aussi, mais tout le monde a compris qu'il y a l'aspect business puis qu'il a eu les meilleures conditions pour un meilleur contrat du côté de Fribourg. C'est comme ça. Giannoni, souvenez-vous de Giannoni à Berne, il avait annoncé avant le début de la saison qu'il avait signé à Zug l'année d'après. Parce que Lausanne avait annoncé que Stéphane avait signé à Lausanne avant le début de la saison. C'est ça. C'est des choses qui... Bon, Joris, il change de vestiaire tout de suite avec effet immédiat, mais le transfert de Berchi, c'est une réalité que les gars ont déjà assimilée parce que les joueurs ne sont pas stupides. Ils parlent aussi de leur contrat. Berchi, c'est dans l'air depuis cet été. Hein, contrairement à ce qu'on dit, il avait déjà rencontré le président de Fribourg cet été, soit dit en passant. Et puis, ça se tramait depuis un moment. Donc, les gars, ils discutent aussi entre eux. Et puis, les équipes de l'année prochaine, ils se préparent maintenant. Donc, voilà. C'est comme ça. Mais c'est vrai que pour Lausanne, je pense que plus le départ de Joris que la signature de Berchi a secoué un peu l'équipe. Ça, je suis absolument sûr. Il y a Gaëtan qui demande si on doit se faire du souci pour Lausanne avec tous ces gros joueurs qui quittent le club ces 2 dernières saisons, même si les investisseurs restent pour payer des gros salaires, qui va vouloir jouer pour le Lausanne Hockey Club. Comme il disait Stéphane, hein, c'est un business. Si le gars il veut gagner sa vie, c'est court, hein, une carrière. Si tu peux aller prendre l'argent qu'on te donne, il n'y a jamais personne qui a forcé un directeur sportif à mettre un chiffre sur un contrat. Moi, je me mets à la place du joueur. Pourquoi pas jouer à Lausanne? La patinoire est super, la ville est plutôt sympa. Ils ont un public qui est vraiment un public de hockey. Pourquoi pas? Mais alors, tu sais où tu mets les pieds. Tu risques d'être échangé. Dans d'autres clubs, ça se fait un peu autrement. Mais non, moi, je ne pense pas qu'il faut trop se faire de soucis. Tant que les investisseurs restent, je pense que non. Et puis, on risque l'avantage à Lausanne, une belle équipe. Hein. Si tu signes à Lausanne, l'avantage, c'est que si ça ne va pas, tu sais que tu vas être échangé. Tu ne vas pas ronger ton frein pendant 2 ans. Non, mais c'est vrai. Oui. Je veux dire, lui, il va faire quelque chose. Il ne va pas garder un gars malheureux dans le vestiaire parce qu'il va bouger, parce qu'il a des méthodes, méthodes à lui. Et si tu vas dans un club qui dit, Robert Mayer, par exemple, qui ne s'entraîne pas avec l'équipe, qui est éloigné du cadre de l'équipe, etc., si on n'en parle pas, mais à Davos, c'est pas rose non plus. Hein. Le gars, il est carrément mis à l'écart. Donc, il est mis à l'écart. On ne veut plus de lui. Donc, ça, il a essayé probablement de l'échanger, mais son salaire est conséquent. Mais voilà, donc c'est une réalité qu'on vit aussi parfois ailleurs. Mais on a aussi vu que certains qui signaient en cours de saison, donc si ce n'était pas clair au moment de la saison commence, ils signaient ou ils annonçaient la signature en cours de saison sur un autre club pour les saisons prochaines. Il y avait des répercussions. Tout à coup, il jouait un peu moins, on le voyait un petit peu plus en tribune, où il était tout d'un coup blessé ou malade quelques semaines. Bon, je pense qu'avec Christophe Berchi, c'est un peu plus compliqué de se priver de l'ailier du premier bloc. Ça, c'est des questions qu'on a eues justement, Jean-Philippe, ce que tu soulèves, de Vladi et du blog de Plouf, qui demandait si on pouvait imaginer ce genre de scénario pour Christophe Berchi. Vladi parlait de la Swiss League, le blog de Plouf, qu'il soit en tribune toute la saison. Non, c'est clair là-dessus. Christophe Berchi est trop important dans l'effectif actuel du Lausanne Hockey Club pour être mis à l'écart. Par contre, est-ce qu'on pourrait envisager que tout d'un coup, il décide que finalement, il serait quand même mieux à Fribourg tout de suite et puis qu'il y ait un échange entre Lausanne et Fribourg comme l'année passée? Bon, si on récupère un joueur en échange, si tout à coup, Dubé, il dit, moi, cette année, j'ai une belle carte à jouer, je sens que j'ai une bonne équipe, avec Berchi, on sera encore plus fort, amenez-nous un an d'avance, puis je te donne tel joueur. Puis peut-être que tout à coup, Svoboda, il se dit, le tel joueur en question, au lieu de tout perdre à la fin de l'année, je récupère un joueur maintenant, peut-être probablement moins percutant que Berchi parce que des termes du contrat, ça peut être une idée. Hein. Si c'est win-win, c'est toujours la même chose. Si Svoboda, il se dit, cette année, à court terme, on est peut-être un peu moins fort, mais ce gars-là va rester parce qu'il est au bénéfice d'un contrat de 2 ou je peux l'allonger de 3 ans. Mais les gars, ça dépend des besoins. Oui. Ça dépend des besoins aussi, de l'évaluation de Peter Svoboda. Il ne faut pas non plus... Bon, Berchi, il l'a perdu là, parce que la négociation a tourné du côté de Fribourg. Fribourg semble, avec Diaz et Berchi, vouloir jouer sur les années. Oui, il y a les montants sont gros, là, mais on semble donner beaucoup d'années et les joueurs aiment cette sécurité. Par contre, Svoboda, les joueurs qui sont partis de Lausanne, c'est des joueurs que lui n'avait pas signés. En ce moment, Peter Svoboda met l'équipe à sa main. L'année dernière, quand Florence Schilling est arrivé à Berne, moi, j'étais le premier à dire ne la jugeons pas sur la première saison. Ce n'est pas son équipe. Peter Svoboda est en train de mettre son équipe à sa main.
L'année prochaine, là, on va pouvoir voir l'équipe de Peter Svoboda selon son plan à lui. Il ne faut pas non plus s'inquiéter de Lausanne. Oh, il se débarrasse des joueurs. Est-ce que les joueurs vont être réticents à venir? Moi, je ne pense pas. Si on offre des bons contrats, là, c'est les choix de Peter Svoboda qu'on voit sur la patinoire presque. Il va encore avoir un petit ménage qui va se faire pour les derniers joueurs que Svoboda ne veut peut-être pas payer à ce niveau-là ou veut se débarrasser parce que c'est pas assez protégé. Quoi qu'il en soit. Mais Berchi était dans ses plans. Hein. L'erreur que les gens font, c'est de dire Berchi, il ne s'est pas débarrassé de Berchi. C'est qu'il a pas, au moment donné, il a perdu à la concurrence. Puis Berchi a fait jouer la concurrence. Puis il est arrivé, puis bon, il allait là, puis il revenait avec la feuille là, puis il revenait avec la feuille là. Puis finalement, entre les années, l'argent, la sécurité, Fribourg, Lausanne, parce que Berchi était pas malheureux à Lausanne. Lui, il a toujours dit qu'il n'avait jamais eu de souci avec Svoboda. Hein, il y en a qui se plaignent de Svoboda, mais d'autres ne se plaignent pas du tout de Svoboda, qu'il a fait ce qu'il a dit. Donc, lui, il était parmi ceux qui ne se plaignaient pas de Svoboda, puisqu'il n'a jamais été maltraité. Puis, Berchi était dans les plans de Svoboda. C'est juste qu'au bout d'un moment, Svoboda, il a dit moi, je ne vais pas plus haut que ça. Je t'adore, mais à ce prix-là, pas plus haut. Puis les autres ont dit OK, nous, on met ce prix-là, puis probablement plus d'années. On n'a pas le détail, mais. C'est comme ça que ça s'est joué. Puis le joueur, après, il est libre. Hein. On est dans un marché que c'est des joueurs autonomes. C'est comme ça. Berchi était dans les plans, mais a perdu. Tu ne peux pas gagner à tous les coups. Il ne faut pas oublier que les joueurs se comparent entre eux. Hein. Si Svoboda donne un salaire à Berchi, c'est sûr et certain que ses autres joueurs vont se baser sur le salaire de Berchi et les années de Berchi. Peut-être que Svoboda n'était simplement pas prêt à aller jusque-là. Et ce sera une patate chaude pour Christian Dubé au moment de re-signer des Kylian Motet, les joueurs qui font l'équipe de Fribourg en ce moment. On l'a vu l'année passée avec le Kavikov, Fribourg, puisqu'on en parle, où finalement, ça a traîné pour une signature Dubé, typiquement, il n'était pas prêt à aller plus haut que ça pour Bikoff, à l'âge qu'il avait, la performance. Il a dit, je veux te réengager, je t'aime, tu me rends service, mais moi, maintenant, le prix pour toi, c'est ça. À part ça, sur le cas Berchi, il y a un commentaire qui mérite d'être souligné, c'est celui de Thierry qui dit « C'est la moutarde de la Bénichon qui a fait pencher la balance du côté fribourgeois. » Comme c'est la période de la Bénichon dans le canton de Fribourg, ça mérite d'être clair sur les intentions. On parlait des demandes de Berchi qui étaient aux alentours de 800 000, c'est exactement ça. Après, est-ce que ça a signé à 800 000? On ne sait pas combien il a signé, c'est les demandes qui étaient à 800 000. Probablement un petit peu en dessous. Christian Dubé a dit entre 4 et 5 millions. Sur 7 ans. C'est large, là. C'est 1 million de différence, c'est quand même pas mal. On parle de peut-être de quelque chose de comme 700 000, et puis, ou peut-être un petit peu moins, mais pas mal de bonus. Donc, c'est pour ça que le range est large. Mais les demandes de Berchi, il ne faut pas rêver, les demandes de Berchi sont calquées sur quoi? Pourquoi il est parti à 800 000, le garçon? Il n'a pas d'argent maintenant. Parce que Lugano, selon toute vraisemblance, selon plusieurs sources, avait offert 800 000 par année pendant 5 ans à Guettenhaz. Donc, lui, il s'est dit, Guettenhaz, c'est un gars comme moi, à peu près. Moi, je pense que Guettenhaz est joueur de centre. Il y a un petit plus dans une équipe par rapport à Berchi, du côté défensif, notamment le fait que les joueurs de centre, les plus âgés. Mais il s'est dit, 800 000, Lugano pourrait donner 800 000 à Guettenhaz, qui a refusé puis qui a signé à Bienne. On ne sait pas pour combien, mais j'imagine que ce n'est pas pour beaucoup moins, si jamais. Donc, on est rendu là. On est rendu à ce prix-là. Les gars, ils se comparent, ils se parlent. Oui, OK, je veux partir là. Puis après, évidemment, c'est des négociations. Tu pars un peu plus haut pour avoir un petit peu moins. Et puis après ça, il y a une balance qui se fait. Voilà. On est rendu dans ces prix-là pour les top joueurs de la Ligue. Après, est-ce que Berchi vaut ça? Ça, c'est libre à chacun de. Ce sera à lui de le prouver. Et tant mieux pour Dubé parce que sa stratégie de mettre plus d'années fonctionne. Dans le chat, il y a Yannick qui dit les méthodes de Svoboda heurtent, c'est clair. Mais quand on analyse ce qu'il a fait depuis 1 an, il a allégé la masse salariale avec Vermin, Moy et Joris qui sont partis. Certes, il n'a pas réussi à convaincre 2-3 joueurs top qui ont décidé d'aller dans leur club de cœur. En revanche, les signatures de Baumgartner, Frick, Elner, Fuchs, etc. sont de très bonnes signatures. C'est son noyau aussi. Marty, encore 3 ans. Il y a Ria aussi. Personne n'avait compté sur Ria. On a signé Ria pour 1 année. On l'a en location de Washington. Ça, c'est un excellent coup. Donc, on a quand même, si on réussit à garder Ria l'année prochaine, Ria et puis Berchi, après ça, on peut comparer, mais c'est des joueurs qui peuvent éventuellement se ressembler. Sniper, plutôt shooter que passeur, sur le power play, etc. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il est en train de détruire l'équipe? Moi, je ne pense pas qu'il détruit l'équipe. Il la construit avec ce qu'il peut. Et puis, entre ses choix et la réalité, il vient de se rendre compte que ce n'est pas toujours comme ça. Puis, au bout d'un moment, tu as un prix. Tout le monde a un prix. Puis, tu dis, moi, je ne veux pas aller plus haut. Quoi. C'est comme ça. Par contre, Jean-Philippe,
Je termine juste là-dessus. Oui. Tu parlais, Jonathan, tout à l'heure du fait qu'il était en train de construire son équipe à son image. Il n'y a plus que 3 joueurs qui ont été signés par Alston qui sont encore sous contrat. C'est Stéphane, Almond et Genadzi. Et les 3 sont en fin de contrat. Donc, voilà. C'est ça. C'est pour ça que cette année, il y avait beaucoup de monde. C'est que tu as les anciens qui sont en dernière année des contrats d'Alston. Et puis, tu as les gars que Svoboda voulait engager. Mais les gars, tu ne peux pas toujours les engager à l'année 0 quand les contrats finissent puis les autres commencent. Donc, il faut que ces Baumgartner, par exemple, étaient disponibles sur le marché l'année dernière. Donc, il les a engagés tout de suite puis il les a signés sur 4 ans. Mais là, tout à coup, tu te retrouves avec un amas de joueurs. Puis là, évidemment, c'est ce qu'on reprochait à Lausanne. Trop de joueurs, la masse salariale, tu te rends compte, la profondeur, il y aura des choix à faire. Ben là, il est en train de dégraisser la masse salariale et puis en train de dégraisser les choix à faire. Et donc, il va y avoir moins de malheureux dans le vestiaire parce que là, il y en a un de moins qui va demander du temps de glace sur le powerplay, etc. Donc, puis si on revient juste sur le match, Stéphane, tu reviens juste sur le match et puis par rapport à Joris, il a libéré la place pour Maillard en lâchant Joris. Parce que c'est Maillard qui jouait sur la deuxième ligne à l'aile droite. Alors, pas sur la fin du match où il a monté Beson parce qu'il avait besoin de revenir au score et puis qu'il avait besoin d'un peu plus de poids. Mais il a mis un jeune en deuxième ligne. Enfin, Foust a mis un jeune en deuxième ligne à la place de Joris. Ça, c'est quelque chose qu'il a annoncé. Il avait dit on veut faire de place de plus aux jeunes. Il a signé quelques jeunes du club. Mais non, on parle d'un contrat pro pour Bougreau. Donc, il a signé quelques jeunes du club qui sont peut-être dans les farm teams pour l'instant. Il a été chercher Maillard dans une transaction. Il veut donner plus de responsabilité à Maillard. Je sais qu'ils ont une grande confiance. Ils adorent le potentiel de Maillard. Donc, pour l'instant, il fait à peu près ce qu'il a dit. Bon, Jean-Philippe, pour revenir à ce week-end et au début de saison de Lausanne, tu étais là lorsqu'on parlait de Lausanne dans le premier épisode d'Overtime où est-ce qu'on dressait le portrait des équipes, où est-ce qu'on parlait de nos pronostics. Et nos pronostics à MySports, on les a mis quand même, c'est quoi, 3e position, je pense. Avec Joris. Avec Joris, ça a changé Zurich avec Malgin. Je ne sais pas si sans Joris, ça a changé pour Lausanne. Quoi qu'il en soit, Jean-Philippe, on notait que cet effectif-là avait beaucoup de talent, avait beaucoup de profondeur. Ils ont eu la chance d'avoir des matchs en Champions League, des matchs qui comptent. Oui, pour certaines équipes, parfois, c'est difficile d'aller chercher la motivation comme ça en début de saison. Tu joues contre des équipes de d'autres pays, tout ça. L'enjeu n'est peut-être pas le même que dans le championnat. Mais là, oui, l'effectif est petit, mais avec les matchs de Champions League et le premier match de la saison, on ne voit pas une équipe convaincante comme on pourrait s'en attendre avec l'effectif qu'ils ont. Est-ce que c'est un problème, selon toi, de préparation, peut-être? Ça, j'en sais rien. C'est juste que quand tu changes beaucoup d'éléments, ça prend plus de temps à mettre en place. On a aussi vu le premier match que j'étais à Berne, le Berne-Fribourg, la différence entre une équipe de Berne qui a été remodelée énormément et puis Fribourg qui, dès le premier powerplay, c'était en route, on savait se trouver, tic-tac-toe, un gars à côté du poteau, un dans le slot qui reprend. Enfin, tu voyais que tout était en place, les sorties de zone, il n'y a pas d'hésitation. Et ça, peut-être que ça prendra juste du temps parce que les 3-4 matchs ne suffisent pas. On verra. Je ne sais pas, je vais me laisser surprendre. De toute façon, on ne va pas s'énerver maintenant. Ils ont joué une fois, ils ont perdu à Bienne. Il y a d'autres équipes qui vont perdre à Bienne. Ça, c'est assez certain. Donc, non, ils vont monter. Le truc, c'est quoi? Il faut être dans les 6 et puis être prêt pour les playoffs. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'énerver. Lausanne sera de toute façon dans les 6. Et puis, on verra là, à ce moment-là si là, ils auront eu le temps de mettre les choses en place. L'année passée, ils ont perdu 6-0 le premier match. Souvenez-vous, là, tout le monde criait à la catastrophe. Ça ne va pas, il n'y a rien qui va. McTavish, c'est ci, c'est ça. Finalement, ils ont fini dans les 6. Mais ce sera rugueux. Moi, je trouve que la lutte dans les 6, elle sera compliquée. Ça va être encore une fois très serré. Moi, je pense qu'à part Zug et Zurich, là, tu peux... On a vu qu'Ambry était capable d'aller manger des points à tout le monde. Et Lugano et Langnau, plutôt, ne fait pas mauvaise figure non plus. Les clubs de fond de classement vont être difficiles à jouer cette saison, beaucoup plus que l'année dernière. Donc, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour les équipes de tête d'aller chercher des points gratuits comme ça avec des matchs contre les dernières équipes. Ça va être l'occasion de faire une transition puisque Bienne a joué Lausanne et a joué une équipe dite de bas de classement avec Rapperswil. Donc, je vous propose qu'on passe aux Ceylandais. Et on l'a dit, les Ceylandais, ils ont gagné 3 matchs en une semaine. Ils sont actuellement en tête du classement très bancal de National League. Mais Stéphane, il y a un joueur qui, toi, t'avais quelques doutes avant le début de la saison et qui est en tête des pointeurs, c'est Tony Rayala. Qui a fait un super week-end. Ouais, j'ai connu une bonne semaine, Tony Rayala, il faut le dire.
C'est le Tony Rayala qu'on a connu il y a 2 et 3 ans en arrière, sniper, entreprenant et tout. Et puis, il a connu un bon début à l'image de son équipe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça donne raison aussi à Martin Steineger de l'avoir renouvelé parce qu'il l'a renouvelé. Son contrat est valable cette année, puis il l'a renouvelé pour 2 autres années. Ça m'a étonné, cette nouvelle-là. Je me suis dit, avec la saison qu'il a connue l'année passée, de le renouveler avant le début de la saison. Bon, évidemment, ça dépend toujours au prix. Hein, peut-être qu'il y a eu un aubaine rabais la rabais de flotte. Oui, Rayala, il a avoué dans le journal du Jura qu'il allait gagner moins. Je pense que Martin Steineger, il doit se frotter les mains. C'est un gars qui cherchait de la sécurité. C'est ça. Donc, Martin Steineger a dit, à ce prix-là, je te signe tout de suite. Bon, c'est le rabais de flotte. Et puis, mais il a eu raison. En tout cas, il nous donne raison sur la première semaine parce que Rayala semble un petit peu plus entreprenant. Mais je pense que le retour de Tormainen, entraîneur finlandais sur le banc, et Salinen, donc il parle plus le finlandais dans le vestiaire, je pense que ça doit le rassurer un peu. Après, on parlait de Lausanne qui ont joué un seul match. L'échantillon est petit aussi pour Rayala. Oui, il a connu un fort match niveau points contre Rapperswil. Oui, on le retrouve. Par contre, il faut que ce soit sur la durée aussi. Il faut que ce soit tout au long de la saison. Oui, j'ai l'impression que les éléments sont mieux placés pour qu'il performe, pour qu'il retrouve sa touche. Il l'a prouvé lors des 3 premiers matchs. Quoique, à Ajoie, il a été plutôt... c'était un premier match de la saison, là, mais il a été plutôt effacé. Ça peut être un facteur. Mais quoi qu'il en soit, dans le week-end, il a été bon. Il a marqué des points. C'est le meilleur pointeur de la Ligue jusqu'ici après une semaine, avec 6 points en 3 matchs. Mais il faut quand même qu'il puisse répéter ça semaine après semaine. Il va en avoir des journées creuses. Je veux dire, c'est un joueur de talent, c'est un marqueur de but. Il va y en avoir des creux et des bas, c'est normal, mais il doit quand même réussir à atteindre un niveau de constance qui est quand même près du point par match. Il y a quelque chose qui pourrait changer avec Rayala, c'est que les saisons où il marchait bien avant le creux de la saison passée, c'était déjà quelqu'un d'assez streaky. Hein. C'était 4-5 goals en 2-3 matchs, puis ensuite on le voyait pas pendant 5-6 matchs où on le voyait pas. Il était là, mais il n'arrivait pas à trouver. On le voyait moins. On le voyait moins, et je me demande si l'arrivée de Salinen ne va pas l'aider à obtenir cette constance. Parce que quand on les voit jouer, ils jouent ensemble sur le powerplay. Ils n'ont pas tellement besoin de se parler, quoi. Hein. Ça marche. De toute façon, les Finlandais sont des hommes de peu de mots. Oui, c'est vrai. Ça dépend. Non, il paraît qu'il est assez bavard, Rayala. Oui, non. Ça dépend. Après, c'est juste, voilà. Je m'attends à le voir plus constant que les saisons auparavant. Vladi a raison. Hein. Pour l'instant, il ne faut pas trop regarder le classement des compteurs, il ne faut pas trop regarder le classement le classement aussi des équipes. Bon, c'est le début de la saison. On fait des belles théories après 3 journées de. Il faut bien dire quelque chose. On parlera là dans 2 semaines. Sinon, on fera un overtime à Noël, on fera le bilan. Hein. Non, mais à part ça, tu parlais du powerplay où il joue avec Salinen, il joue avec As à 5 contre 5 et sur le powerplay. Il y a déjà une bonne entente entre les 2 hommes depuis le début de la saison, et c'est peut-être le changement aussi qu'il fallait. Marc-Antoine Pouliot était peut-être en bout de course à Bienne, c'est lui qui était son centre. Maintenant, il a Gaëtan Haas qui amène peut-être une énergie un peu différente, une façon de jouer un peu différente. Je ne sais pas, le hockey sur glace, c'est aussi parfois des petits ingrédients un peu inexplicables pour avoir les joueurs qui fonctionnent. Hein. On sait qu'il y a des joueurs, c'est la courbure de la canne qui change de 1 mm, et puis c'est tout le monde qui s'écroule. Mais là, Salinen, là, les équipes ne le connaissaient pas. Et là, on va se mettre à faire de la vidéo sur lui aussi. Donc là, les nouveaux étrangers, cette année, les gars de vidéo, il y a beaucoup de nouveaux coachs dans la Ligue. Donc, beaucoup de nouvelles philosophies, de nouveaux donc, les gens qui font le scouting et qui préparent les matchs ont énormément de travail. Nouveaux coachs, puis beaucoup de nouveaux étrangers. Quand tu as 2, 3 ou 4 nouveaux étrangers dans un club, on l'a vu avec Fribourg samedi, ils ont découvert les 4 étrangers de Dambry. Là, il y a de la matière, puis les gars vont commencer à étudier que lui, il fait ça, lui, il shoot de telle place, lui, il aime bien faire ça. Donc là, les joueurs de la Ligue vont être informés sur les tendances des nouveaux joueurs.
Et ça va prendre un tour de manivelle. Là. Ça va prendre un tour ou deux, une dizaine de matchs pour qu'on dégage. Mais Salinen, faites attention, quand il rentre dans la zone, il fait comme ça. Il préfère donner le puck sur la gauche ou la droite. Voilà. Donc, ça va prendre un petit moment avant qu'on les découvre. Donc, pendant ce temps-là, les joueurs peuvent se faufiler un peu. Après, les choses vont tendance. On a vu Nettinen en début de saison l'année passée à Ambry, parce qu'il y a toujours de la même façon. Après, on ne l'a plus vu. Hein. C'est fini. Dans le chat, il y a Loïc qui va d'un commentaire intéressant. Il y a des joueurs comme Corvi qui débutent souvent gentiment pour finir très fort. C'est vrai que c'est un début de saison. Pour certains joueurs, la machine est plus lente à mettre en marche et il faut profiter justement. Et Patrick le dit dans le commentaire suivant, 3 matchs, 3 victoires, certes. On ne va pas leur enlever ses points en février, mais ils ont joué Ajoie, Lausanne et Rapperswil, 2 équipes sur 3 que tous voyaient dans les 3 ou 4 derniers. Mais ça a servi à Fribourg l'année passée pour se hisser en 3e position. C'est justement des points que tu dois aller gagner. La bonne nouvelle pour Bienne, c'est qu'on est allé les chercher ces points-là. Et c'est sûr que le classement en ce moment, c'est caduc. Ça ne vaut absolument rien, le classement qu'on voit. Mais reste que c'est vrai que c'est 9 points de classement. C'est peut-être les 9 points qui vont faire une différence à la fin de la saison entre un top 6 ou une participation préparée. C'est 9 points de plus que Berne, hein? Et c'est peut-être les points qui leur ont manqué l'année passée. On en a reparlé, il me semble, quand on a parlé de Bienne en présentation. Ils ont eu un début, ils avaient gagné 6-0 le premier match contre Lausanne, ensuite ils ont eu plus de peine, et c'est ces points-là qui leur avaient manqué, qui avaient fait qu'ils ont terminé 7e et pas 6e, et donc qu'ils se retrouvaient contre Rapperswil en pré-playoff. Donc oui, effectivement, c'est déjà bien d'avoir pris 9 points, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Ce qui est fait est fait. Et reste que c'est de la National League. Les équipes sont très près l'une de l'autre. Oui, on classe les équipes selon les favorites, celles qui ont le meilleur effectif, ça. Mais sur la patinoire, ça reste que c'est des joueurs professionnels. Ça reste que c'est des gars qui ont connu du succès partout où ils sont passés. S'ils sont rendus professionnels dans le hockey, c'est qu'ils ont un niveau de compétition qui est supérieur à la moyenne. Donc, pour Bienne, c'est dangereux de jouer Rapperswil autant que c'est dangereux de jouer Zug. Oui, on ne les voit pas nécessairement pareil, mais reste que l'enjeu est le même et que tu ne sais jamais l'équipe face à qui tu joues va sortir comment? Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai vu Rapperswil à Fribourg. Fribourg a connu un creux, un mauvais moment au 2e tiers, on en parlera peut-être après. Et malgré une défensive à Rapperswil avec Noël Bader au but, avec Baragano dans la première paire de défense, Voardou qui était très bon d'ailleurs dans la 2e, et puis encore Ebicher, et puis Juice qui a été blessé pendant presque 20 minutes, ils ont marqué qu'une fois, hein. Jusqu'à l'avant-dernière minute où il y a eu une pénalité donnée, et puis Fribourg a fait le travail en powerplay. Comme tu disais, hein, peut-être que même Rapperswil va se mêler à ces pré-playoffs de nouveau cette année, hein, ça c'est certain. Moi, Yann Alston, je vais vous raconter une anecdote. Yann Alston, quand je travaillais à Lausanne, évidemment, je discutais beaucoup avec lui. Il me disait, Steph, les matchs, c'est pas difficile de se préparer pour un match quand tu joues contre Zurich, Zug, Genève, des bonnes équipes. Le coach, c'est facile de préparer son équipe parce que les gars, ils savent, hey, ça va être un gros match ce soir, là, c'est une grosse équipe. Tout le monde est prêt. Mais quand tu joues contre Rapi, contre Langnau, contre Ambry, contre Ajoie, des équipes supposément un peu moins bonnes sur le papier, là, c'est là que les vrais pros sortent. Les vrais pros, ils disent non, ce match-là, je ne peux pas le prendre à la légère. Ils sont capables de se motiver. Et le coach a un gros job pour faire préparer son équipe, les pomper un peu. Et puis, c'est là que tu vois les vrais pros des plus soft. Les plus soft, c'est dire, ce soir, on joue contre Ajoie. On va aller, petit match facile, etc. Non, il dit, c'est là où tu dois te botter le cul. Puis il dit, là, ce soir, c'est pas parce que c'est Ajoie, c'est un petit match facile, etc. Non, il faut que. Il dit, c'est là que tu reconnais les vrais pros qui ont la constance sur une saison. C'est intéressant comme point de vue. Oui, très intéressant. Il y a Fabien dans le chat qui dit ces 9 points sont importants, sauf si tu perds les 3 prochains matchs. Il faut quand même garder un rythme d'une victoire sur 2 à peu près. Évidemment, pour pouvoir faire les playoffs, pour pouvoir faire le top 6, là, il va falloir être le plus constant possible. Mais c'est ce qui avait manqué à Bienne l'année passée. Le début de saison avait été atroce. Et ensuite, on avait réussi à aller chercher une certaine constance, mais il était trop tard. Les jeux étaient faits. Et malgré une poussée à la toute fin de la saison, on est arrivé à court de quoi? 1 point, 2 points. Tout aurait changé. Donc oui, ces 9 points vont être hyper importants. Si on a fait le tour de Bienne, je propose qu'on enchaîne, puisque le temps avance malgré tout. Dans ce cas-là, on va parler de Genève Servette. Et là, je vais me tourner vers toi, Jonathan, puisque tu as commenté le match de samedi à Langnau. C'est pas évident d'aller gagner à l'Elfis, hein?
Ah, c'est pas évident. Et Genève, pour les nouveaux joueurs de Genève, là, pour les Valtteri Filppula et Marc-Antoine Pouliot, ben, ils l'ont appris un peu à leur dépens aussi parce que Langnau, les Tigers, cette saison, c'est pas l'équipe qu'on a vue l'année dernière. J'ai été assez surpris de les voir aussi combatifs avec un quatuor d'étrangers impressionnant. Pour ce début de championnat, moi, j'ai été impressionné par ces 4 gars-là. On leur fait beaucoup confiance, évidemment. La première vague de powerplay à Langnau, c'est pas compliqué. C'est les 4 étrangers avec Anthony Huguenin. Ils passent 2 minutes sur la patinoire, mais ils créent des choses. Ils sont très beaux à voir jouer. Et ils ont un gardien en Poulenov, ce qui est très difficile à battre. Du côté de Genève, bien, ça a été un match très intéressant, très enlevant pour les spectateurs. Pour nous, à la télévision, pour moi comme commentateur, j'ai fini le match, j'avais plus de voix. Par contre, je ne pense pas que les entraîneurs ont nécessairement, surtout ceux de Genève, ont nécessairement aimé ce match parce qu'on avait les devants 2-0 dans le match. Et tout a changé avec un mauvais but concédé par Gauthier Desclous. Le premier, c'est celui d'Jesper Olofsson. Écoutez, il n'y avait tout simplement pas d'angle. Il était dans le bas des cercles des mises en jeu, tout près de la ligne des buts. Il va d'un tir chirurgical dans le haut du filet, côté rapproché par-dessus l'épaule de Desclous. Desclous aurait dû rester un petit peu plus haut devant sa cage, mais ça a changé l'histoire de ce match. Langnau qui est revenu 2 fois dans le match pour prendre les devants en troisième période 4-3, et finalement, Filppula qui crée l'égalité 4-4. Ça se termine en tir de barrage. Messieurs, moi, j'étais au match et je regardais du coin de l'œil toujours Henrik Tomernes. Henrik Tomernes est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, incontesté, là, sûrement l'un des meilleurs défenseurs de cette Ligue. Tout le monde est d'accord pour le dire, mais il a joué 32 minutes. Oui, il y a eu 5 minutes supplémentaires en prolongation, là, mais dès la première période, son temps de glace, c'était un chiffre sur 2. Là, c'était 9 minutes 50 quelques, si je ne me trompe pas. Et il a joué la moitié du match. Genève, en ce moment, commence la saison avec beaucoup de blessés et c'est là que la profondeur en défense commence à apparaître. Smons, on ne l'a pratiquement pas vu. Il y a eu Ugadi qui était le prêt de Lugano qui a joué un très bon match. On ne l'a pas vu beaucoup non plus si on regarde le temps de glace. Et il y avait un autre jeune, la Guignard, qui était là, qu'on a vu quelques présences ici et là. Beaucoup de jeunes, oui. Beaucoup de jeunes, ce qui fait qu'on surtaxe les 4 premiers défenseurs et ce qui fait que j'ai l'impression que Gauthier Desclous est parfois un peu laissé à lui-même et ça paraît dans ses chiffres. Il a 3,80 de moyenne de buts alloués. Il est à un pourcentage à moins de 90%. C'est pas le Gauthier Desclous qu'on connaît. Ah, mais Vladi va dire que l'échantillon n'est pas grand. Hein? Non, l'échantillon n'est pas grand, mais j'ai l'impression que là, ce qui nuit à Genève, c'est vraiment les blessures. Et Marc-Antoine Pouliot a joué 2 minutes 53. On voit maintenant l'importance que peut avoir un Josh Joris parce que oui, on a toujours parlé de la ligne de centre qui était bonne avec, l'année passée, c'était Eric Fair. Là, c'était Pouliot, c'était Filppula. En troisième, on pouvait attendre Tanner Richard. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec Josh Joris? Bien là, avec Richard absent, avec Pouliot, on ne sait pas ce qui va se passer. Josh Joris vient prendre toute son importance dans cette ligne de centre. Alors, on va vite répondre à Loïc qui nous dit est-ce que Pouliot a eu son passeport suisse? Non. Comment ça se fait que Genève ait pu aligner 5 étrangers? Joris a la licence suisse. Ouais, si c'est à lui qui pensait comme 5e étranger, Smons aussi, Smirnov aussi. Il y a plusieurs joueurs qui ont la licence suisse à Genève. Donc, il y avait effectivement au début du match 4 étrangers sur la feuille de match. Joris, il a... Winnick, Pouliot et puis Filppula. Joris a la Suisse parce qu'il a eu sa première licence en Suisse, parce que son père a joué comme étranger à Lausanne et à Genève notamment. Donc, à l'époque de la Ligue nationale B dans les années 90. Et Jean-Philippe, il suffisait de prendre la première licence pour avoir la licence suisse. C'est ça. Jean-Philippe, on est allé chercher Valtteri Filppula pour remplacer Linus Ullmark. Honnêtement, avoir joué Valtteri Filppula, je ne pense pas que les gens vont s'ennuyer de Ullmark de sitôt. Avec Noah Rod et Joël Vermin, ça a été le trio que tu as vu sur la patinoire tout le match. Il contrôle le jeu, il crée des occasions. Filppula est vraiment... On voit qu'il est supérieur à la moyenne. Jean-Philippe, ton appréciation de Filppula depuis le début de la saison? 1200 matchs de NHL, il vient de Détroit en plus. Magnifique. Non, mais moi, je le défendais. Hein. Dans le premier overtime, je disais, mais attendez, vous allez voir, on m'a dit à Genève, à la conférence de presse, parler avec un ou deux joueurs, on me dit, il va plus vite que les autres. Il est hyper en forme, et puis il est dans les tests, il est tout en haut. Et puis, le hockey IQ, hockey sense, et puis ta technique, tu la perds pas en traversant l'Atlantique. Donc, moi, je me faisais pas tellement de soucis, mais il me surprend quand même.
Je ne sais plus lequel d'entre vous avait émis des doutes sur son âge, quand même 37 ans, etc. Ben là, il est en train de répondre de la meilleure des manières, c'est 5 points en 2 matchs. Donc attention, M. Rajala, il y en a un autre Finlandais qui arrive là, hein, pour la tête des buteurs. Mais ce qui est impressionnant, c'est la facilité avec laquelle il s'est inscrit dans le collectif de Patrick Aymon. Alors, parfois, on se dit, ils ont besoin de s'adapter, ça fait 10, 12, 15 ans qu'il joue sur une petite patinoire. Et là, ça fait 4 semaines qu'il est là, il a fait 2 matchs de préparation, et puis il se trouve. Évidemment, en jouant avec Vermin, qui a eu l'expérience NHL, avec Rod, qui en était pas loin, qui est parti au mauvais moment, enfin on sait tous l'histoire, et qui, à mon sens, pourrait encore tenter sa chance sur ses qualités, il a trouvé un trio qui va fonctionner. On se souvient que c'est Tanner Richard qui jouait avec ces gars-là la saison dernière. Maintenant, à voir qui, au moment où Richard reviendra, est-ce qu'on sépare ce trio qui fonctionne ou pas? C'est un peu là. Je pense que Joris, vous pouvez le mettre dans à peu près n'importe lequel. Une fois que vous en avez un qui fonctionne, à voir. Pour revenir à Phil Poula, grande classe. Stéphane, je ne pense pas qu'on va pouvoir séparer ces 3 gars-là, surtout pas après les 2 premiers matchs qu'ils ont joués. Il crée vraiment des choses. Et Phil Poula, pour revenir à lui, Stéphane, il fait des choses sur la patinoire en espace restreint. Il est capable de se créer lui-même de l'espace en retardant le jeu, en ralentissant le jeu. Il a une très belle vision. Son but en tir de barrage, il a été patient sur son revers. C'est une fraction de seconde. Mais lorsqu'il se ramène sur son coup droit, ne prend pas le temps de poser la rondelle sur sa canne, décoche directement dans le haut du filet. C'est ce genre de petites choses qu'il fait parfaitement. Et en plus, c'est un joueur qui est capable de jouer des 2 sens à patinoire. L'avantage qu'il a, est-ce qu'il fera les 60 points d'Omark? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il sera aussi performant offensivement toute la saison? Là, il est sur une allure de 120 points, les gars. On va se calmer. Mais moi, je ne m'attendais pas à lui qu'il soit hyper performant offensivement. Si vous regardez ces dernières années. Mais il y a une chose qui est sûre, ce qui va amener de plus clairement d'Omark, c'est que déjà, c'est un joueur de centre. C'est un gars qui joue des 2 sens de la patinoire, qui peut gagner des bons engagements, qui peut jouer à 4 contre 5. Tout ça, c'est aucun élément qu'Omark avait. Okay? Après, moi, Omark, la touche offensive d'Omark, elle est difficile à battre. Mais s'il va chercher cette touche offensive-là d'Omark en plus, mon ami, on a toujours... C'est le jackpot, hein? Sérieusement, c'est le jackpot. Puis en plus, c'est un leader, un gars qui a une grosse expérience, ce qu'on s'entend qu'Omark n'avait pas, hein, l'aspect leader dans le vestiaire, etc. Bien au contraire. Donc là, on est win-win. S'il va chercher les points d'Omark, l'apport offensif d'Omark, on a touché le gros lot du côté de Genève. Je dirais que par rapport à ce que tu dis, c'est surtout ce qui est impressionnant, c'est qu'il a été signé il y a 3 semaines et il est déjà performant. Alors, l'échantillon est tout petit. Ouais. Bon, on va faire de la vidéo aussi. Hein. Les autres équipes vont aussi faire de la vidéo. Aussi, mais... Il a joué à NHL, mais aussi, on va commencer à décortiquer un peu sur comment il joue, etc. Forcément, à un moment donné, il n'y a personne qui fait 100 points dans cette ligue-là, on s'entend. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, il est impressionnant. Il fait tout très bien. Il est arrivé, le premier match qu'il joue, il a été très bon. Le 2e match de préparation qu'il joue, il est sur tous les buts de Genève. Là, il a été très bon sur la fin de match, notamment contre Langnau. C'est ça qui est impressionnant. Il a eu un été relativement court. Il ne savait pas où il allait jouer. Il débarque, il domine. Chapeau. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour Genève. Et ça, lui, il ne faisait pas non plus partie de nos prévisions. Non, on l'a rajouté au dernier moment. Mais ça ne changeait pas le classement de Genève. C'était une demi-note. Alors, on n'avait pas Joris, on n'avait pas le déménagement de Maurice, on n'avait pas Cahoon, puis on n'avait pas Malguin dans nos prévisions. Donc là, on est déchargé. Si ce n'est pas juste, on a une bonne raison, elle est toute faite. Mais les gars, c'est bien beau ce qu'il amène sur la glace, mais il amène aussi une expérience, du leadership, une victoire de Coupe Stanley. Je veux dire... Pour les il arrive de Détroit. Il arrive de Détroit. Et il a gagné le Coupe Stanley avec Détroit. Oui, la dernière. Il a tout pour lui. Il faut expliquer aux gens pourquoi on dit ça, parce que Jean-Philippe... Oui, Jean-Philippe, tu es un bon fan de Détroit. C'est ton équipe en NHL. Donc... Oui, mais j'ai passé une année là-bas. Alors, voilà, c'est ça. Donc, mais quoi qu'il en soit, dans le vestiaire... Red Wings. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, messieurs, dans le vestiaire, il peut amener un calme.
Il peut amener justement cette expérience qui c'est exactement ne s'achète pas. C'est exactement ce que Marc Gauci a expliqué durant la conférence de presse à Genève d'avant-saison et pourquoi son choix s'était fixé sur lui, en fait. Et ça s'est fait de manière assez un peu inhabituelle. Il se renseignait auprès d'un agent sur un autre joueur, sur d'autres joueurs, et puis il a juste demandé si est-ce que ça l'intéresserait de passer en Suisse. Et c'est un petit peu là que c'est venu dans la tête. On se souvient que le frère de Phil Poula a joué à Lugano. Il a eu des contacts aussi pendant le lockout quand lui était en Finlande avec des Finlandais ou des joueurs de Détroit qui étaient venus jouer à Zug, notamment Zetterberg. Et, Damien Brunner. Ouais, voilà, Damien Brunner. Il n'était pas encore joueur de Détroit. Enfin, il était signé par Détroit, mais il n'avait pas encore joué avec Détroit. Détroit. Zetterberg, lui, est venu jouer. Et puis, il a eu des bons échos, que ce soit de la manière dont on traite les gens et la qualité de vie. Et puis, la qualité de vie, ça entre aussi dans... Tu pars pas une semaine à l'Ouest jouer 4 matchs, puis rentrer après. Tu es à la maison, etc. Donc, voilà, je crois ça l'a assez tenté d'essayer ça. Et comme tu dis, au niveau du leadership, Marc Gauci avait besoin de remplacer Eric Fehr dans ce rôle-là, et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est tourné vers Phil Poula. Messieurs, ce sera quand même intéressant de voir comment Genève va rebondir face à Berne, parce que, honnêtement, on est allé arracher 2 points à Langnau samedi. Là, on affronte Berne. C'est un calendrier, entre guillemets, qui est à l'avantage de Genève, parce que oui, on a affronté Zurich le premier jour, mais là, les 2 matchs suivants contre des équipes de bas de classement, faut profiter et il faut en profiter parce que là, on a des blessés. On ne sait pas qui va revenir. On sait que le Coultre est au jour le jour. Il y a certains joueurs comme ça qui pourraient revenir dans la formation. On doit les attendre, évidemment. Comment? On n'a pas de nouvelles de la blessure de Pouliot non plus. Non, on n'a pas de nouvelles de Pouliot. S'il joue, tant mieux. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est l'ouverture locale à Genève. Il faudra essayer de profiter aussi de l'apport des spectateurs de Genève pour aller chercher 3 gros points contre Berne. Et même si on est tôt dans la saison, là, c'est des points qui sont importants. J'en ai parlé aussi avec Jacquemin après le match. Il a dit, oui, tous les points sont importants. On vient d'aller en voler 2 là. Il y en a 3 qui sont sur la table à Berne et il faut aller les chercher. Bon, Berne est au plancher, là. Donc, c'est ce que j'allais dire. Comment est-ce qu'on peut voir ce match demain contre Berne? Parce que justement, c'est dangereux d'affronter une équipe comme Berne qui commence aussi mal. Oui, oui et non. Ils sont désespérés d'un côté, donc l'énergie de désespérer. Par contre, si Genève marque 2 buts en partant 2-0, là, la foule va faire... C'est à Genève, donc la foule va plutôt faire ouh. Ouais. Non, mais je dis, il parlait de Berne. Je vais rebondir là-dessus parce que Berne contre Fribourg n'était pas complètement à la rue dans le premier tiers. Ils ont pris un but après 43 secondes de jeu, donc ils n'étaient pas là. Ils ont laissé filer Brodin qui a pu lever la tête, mettre le puck dans le slot, et puis il y avait Desharnais qui a eu de la place pour mettre un petit poignet par-dessus le gardien. Et puis, ils ont pris un but juste avant la fin du premier tiers, où c'est en fait une petite erreur d'Henauer qui, au lieu d'aller le checker, allait stick on puck, et puis contre Motet, il a perdu, puis il peut partir battre Wüttrich. Donc, ça se joue sur des petites erreurs individuelles, et puis... ensuite, Berne est revenu. Le deuxième tiers était bernois, 2-2. Et je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour que ça clique. Et il suffit que tout d'un coup, on change, on mette peut-être un autre centre avec Moser, ou on mette Moser et Chervet dans une seule ligne. Et puis, il y a les étincelles nécessaires pour aller secouer un peu la jeune défense de Genève. C'est peut-être le seul truc, moi, qui me fait un peu souci, c'est d'avoir Smons comme numéro 3, Ugadzi comme numéro 6, et puis un Maurer qui revient à la compétition, et puis que tu as vraiment Jacquemin et Temernes qui tiennent la baraque. Parce que si tu tiens la baraque contre Langnau, OK, mais Berne, il y a quand même une force de frappe qui est nettement différente. Il y a la ligne des étrangers, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Avec Daugavins, Kaun et puis Konaker. Et puis après, il y a tous les autres qui sont déjà là. J'ai parlé de Moser, j'ai parlé de Chervet, il y a Praplan, il y a ce jeune Joshua Farni qui gagne des engagements, qui est vraiment pas mal pour un jeune de 18 ans. Et puis les grognards, Neuenschwander, Chiaroni, qui sont toujours prêts à gratter un puck devant le but puis le pousser au fond. Je pense que ça va être un bon test pour la défense de Genève si elle n'est pas renforcée d'ici là. Les gars, puis pour les jeunes aller à Berne aussi, ça va être toujours assez impressionnant. Mais c'est à Genève le match. C'est à Genève, je crois. C'est à Genève, c'est le match studio. Excuse-moi, j'étais convaincu que c'était à Berne.
C'est pour ça que je te parlais du public qui va faire plutôt comme ça que comme ça. Ah, j'étais convaincu que c'était à Berne. Je suis désolé. Donc, pour revenir sur la défense, il y a Loïc qui dit que penser d'un deuxième défenseur étranger en défense? Et Quentin lui répond que Gauchi a annoncé qu'il en cherchait un. Est-ce que c'est la solution actuellement pour Genève de jouer avec 2 défenseurs étrangers s'ils arrivent à en trouver un? Le souci, moi, comment j'analyse ça, c'est que, oui, comme police d'assurance, mais la défense, lorsqu'elle est en santé de Genève, n'a pas nécessairement besoin d'un deuxième étranger en défense. Au contraire, le quatuor d'étrangers à Genève, on l'a toujours vanté les 2 dernières années. Il est encore très bon cette année. Donc, je ne pense pas nécessairement que c'est nécessaire. Là, aujourd'hui, oui, ça serait bon d'avoir un deuxième étranger parce qu'il y a des absents. Mais lorsque les gars vont commencer à revenir, moi, honnêtement, je ne pense pas que c'est une nécessité. Non, tu as un salaire en plus. C'est ça. Et puis, tu te prives de qui en attaque si tout le monde est en santé? Pouliot, tu es allé le chercher. Phil Poulin, ça n'a pas l'air de se discuter pour le moment. Winnick, je ne pense pas que tu vas enlever Winnick. Maintenant qu'il peut jouer à l'aile, il n'a plus besoin de jouer au centre. Il peut jouer à l'aile sur un bon trio. Je pense que ça peut te sauver quelques points maintenant, mais ça te rajoute un problème qui peut te coûter plus cher plus tard. Il y a Jean-Claude qui dit 2e étranger si Pouliot est suisse. Évidemment, si Pouliot ça change suisse, la donne. Là, ça change la donne. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas. Il y a Loïc aussi qui dit Ougaddi était assez impressionnant contre Langnau. J'ai trouvé aussi, honnêtement, c'est un petit défenseur droitier. Il a un bon flair offensif. Pour un gars de 20 ans, honnêtement, je ne sais pas si probablement que Lugano a dû regarder un peu ce qu'il a fait, mais les flashs qu'on l'a vus, il n'avait pas peur d'aller profondément en territoire, mais ne prenait pas des risques. Prenait, entre guillemets, des risques calculés. Se faisait rarement prendre à contre-pied. C'est un bon défenseur. Ougaddi, c'est un bon défenseur. Je peux vous dire que Serge Pelletier l'adorait. Ougaddi, c'était pour lui le premier junior à mettre sur la glace. Mais il y avait des pressions de la direction qui lui disaient de mettre d'autres défenseurs juniors, par exemple. Tu penses pas de nom. OK, tu ne veux pas donner de nom. Je n'aurais pas le nom, mais il y avait un désaccord. Comment? Le fils du vice-président, par exemple. Oui, par exemple. Mais les gens allaient chercher. Entre autres, je dirais. Donc, il y avait des pressions pour dire, là, il faudrait peut-être mettre lui, mais pas Ougaddi. Donc, en se débarrassant d'Ougaddi, c'est win-win. Donc, le coach ne va pas dire, je vais mettre Ougaddi, il ne sera plus tenté de mettre Ougaddi. Donc, Ougaddi aura du temps de glace, il va continuer à s'améliorer. Et puis, à Lugano, on pourra mettre les juniors que les gens du haut préfèrent. Il faut voir sur la longueur. Moi, je me souviens d'un match où il était présent avec les autres juniors quand Lugano avait pas mal de défenseurs blessés l'année passée. C'est le seul qui avait fait une erreur qui avait coûté un but dans ce match-là, mais c'était contre Zug. Et lui, pour le petit exemple, c'est un excellent défenseur. Patrick Fischer lui a dit l'année passée, il était assez bon de jouer pour aller jouer avec les U20 au championnat du monde, mais il était trop petit. Et on a couvert c'est bon pour moi. Et il aurait été très, très utile à la Suisse. Et comment, oui. Et pour terminer, Genève, les gars, j'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé pendant le live, pendant le match. L'indiscipline. Lorsque tu as autant de blessés comme Genève, il va falloir que les Genevois arrêtent de prendre des pénalités. Là, c'est 11 pénalités mineures en 2 matchs, 6 contre Zurich, 5 contre Langnau. Ça les a coulés et c'est beaucoup de temps de glace que tu surtaxes encore tes défenseurs parce que là, tu ne peux pas mettre tes jeunes. Donc, tu es obligé de ramener Tom Ernest, de ramener Jacquemet, de ramener Morer. Tu surtaxes tes joueurs en défense. Tu ne peux pas faire ton roulement normal de trio. Ça, le mot d'ordre devra se passer aussi du côté des Genevois parce que la discipline va être très importante, en particulier lorsqu'on manque autant de joueurs. Et en particulier chez les défenseurs, là j'ai la fiche du match de Langnau, Fulmin et Maurer qui ont pris chacun 2 minutes. C'est du temps que tu rajoutes, comme tu le dis, aux autres défenseurs. Oui. On a atteint l'heure de discussion, messieurs. Je pense qu'on va s'intéresser au dernier club roman, à savoir Fribourg-Gotteron. Alors Fribourg-Gotteron qui a fait parler de lui sur la glace, en dehors de la glace. On va peut-être commencer avec ce qui s'est passé sur la glace, avec cette question de Hugo pour commencer. Que pensez-vous d'avoir mis Connor Hughes à la place de Reto Berra pour commencer le match de samedi? Et puis on voit que Marchon commence à mettre des points. Est-ce que c'est le réveil des jeunes à Fribourg avec aussi Sandro Schmidt? Alors d'abord, Connor Hughes, je ne sais pas, Jean-Philippe, qu'est-ce que toi t'en penses de l'avoir mis pour le premier match à la nouvelle Valachia? Il avait donné des bonnes... Alors, première chose, je pense qu'il va obtenir un peu plus de temps, un peu plus de matchs, pas beaucoup, mais un peu plus que l'année dernière, parce qu'on l'entend souvent, Reto Berra, très bon gardien, on a misé là-dessus,
il doit aussi souffler de temps en temps. Et Connor Hughes, typiquement en Champions Hockey League, il me semble que c'était le match de Slovan Bratislava, le 2-0, il a été bon. Et dans un match à enjeu, pourquoi pas donner sa chance de temps en temps. Là, ça s'est mal passé. Ça ne veut pas dire que ça se passera bien, ça se passera mal à chaque fois qu'il sera entre les poteaux. Parce que c'est un gars qui a quand même des qualités. Il ne serait pas là du tout sinon. Mais il n'a pas été mauvais. C'est juste que là, il a ça. donné un long rebond. Ça ne tournait pas pour lui, vraiment. Puis il faut dire que Ambry a eu un super bon. Je pense que ce n'est pas un désaveu à Hughes. Il a juste changé le rythme. Il voulait casser. Il n'avait comme pas le choix. Puis il ne faut pas juger Hughes là-dessus, sur ce petit début de match-là. Donc ça, et puis pour la deuxième question concernant le réveil des jeunes, alors Marchand, il est déjà établi depuis quelques saisons. Les jeunes, c'est un moyennement jeune, lui. C'est plutôt Chalère, c'est plutôt Boschu, c'est plutôt ces gars-là qu'on entend. Mais lui, ça ne me surprend pas. Mais c'est un gars qui et c'est important si tu veux avoir du succès avec une équipe. Marchand, c'est un joueur qui accepte son rôle. Tu lui dis, écoute, Nathan, tu joues centre du 3e bloc, tu joues à l'aile du 4e, tu dois dépanner dans le trio d'attaque ou en power play, il va le faire. Là, maintenant, son rôle, c'est plutôt 3e trio, 4e trio et box play. Il montre que c'est pas interdit de marquer quand on a ce rôle-là. Et, donc non, c'est une bonne chose. Schmid, pareil, on sait que c'est pas un sniper, c'est pas un gars qui va te mettre 25 goals par saison. C'est pas encore tout à fait son style de jeu, mais bon, là, quand il faut gagner un engagement, aller sur le but, il est là, il sait le faire. Il y a eu aussi en préparation, il a eu des bonnes occasions, il se crée des occasions, il est capable de marquer devant le but. C'est une bonne chose. Ils avaient fait un pari sur Sandro Schmid en le signant, en le prolongeant et en lui donnant le A d'assistant, etc. Donc, on compte sur lui, on prépare l'après Bikov, l'après Sprunger. L'arrivée de Berchi s'inscrit aussi dans ce trend-là. Moi, je pense que c'est pas vraiment le réveil, mais c'est ce qu'on attend de joueurs qui ont un rôle et qui l'acceptent. Pour parler de Connor Hughes, excuse-moi Jonathan, moi j'avais commenté 2 matchs qu'il avait joué l'année passée, celui à Langnau, le fameux match où Julien avait battu le record. Il a été excellent contre Langnau. Alors, c'était pas le Langnau de cette année, mais il a été excellent dans ce match-là. Et puis, le premier des 2 fameux matchs contre Davos, le 7-6, il y a 4-1 pour Davos. C'est quand même lui qui a permis à Fribourg de pas prendre trop de buts, de revenir dans le match avec ce changement, parce que ça a resserré les rangs derrière. Là, je pense juste que, tout simplement, il y avait beaucoup de pression samedi dans ce match-là. Les Léventins sont sortis comme des lions parce qu'il fallait marquer le coup. Et puis c'était le premier match devant le public aussi, donc il fallait aussi marquer ce coup-là. Et puis Stéphane a dit, sur le premier but, il n'a pas de chance. C'est pas lui qui donne le rebond, c'est Haim qui contre ce tir. Ça part loin, lui était avancé pour aller défier le tir. Le puck lui arrive pas, il doit se jeter pour protéger. Puis ensuite, il y a aussi eu des buts avec de la malchance du côté de Fribourg. Pas forcément quand c'était Hughes au but, et même avec Berra, il y a eu des déviations des défenseurs et tout ça. Donc ouais, ça donne une mauvaise image de Connor Hughes sur ce début de match-là, mais il va pouvoir rebondir. Et effectivement, avec la Champions League, il aura beaucoup plus de matchs. Et il sera là, il saura répondre présent dans les matchs qu'on va lui donner. Mais messieurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais quand on prend une décision sur les gardiens de but, tu passes pour un génie ou tu te fais pointer. Pour un sans génie. Pour un sans génie. Parce que, je veux dire, tu as 2 gardiens, il faut que tu analyses ton week-end, tu te dises, parce que la décision de mettre Connor Hughes plus souvent dans le filet, moi, je la comprends et je trouve que Reto Berra, il a besoin de repos aussi. À un moment donné, il ne faut pas que tu surtaxes ton premier parce qu'on le voit en série à quel point ton gardien fait toute une différence. Donc, de vouloir faire jouer Hughes peut-être une quinzaine de matchs, pour moi, ça a du sens. C'est un bon 2e gardien. Il va prendre l'expérience aussi dans le championnat. Par contre, moi, le petit bémol que j'ai, c'est quand ils ont analysé le week-end, tu avais Rapperswil et tu avais l'ouverture de la Valachia où est-ce que tu sais justement qu'il va y avoir des émotions. Ça va être intense. Et moi, ma question, en fait, la surprise que j'ai eue quand j'ai vu, avant même le match, quand j'ai vu que c'était Connor Hughes dans les filets, je me suis dit, mais pourquoi il ne l'a pas mis hier et qu'il n'a pas gardé Berra ce soir? Parce que c'était le match d'ouverture à la... C'était le match d'ouverture. Après, est-ce que pour ça, tu décides de mettre Berra deux soirs
et Hughes mardi prochain. La question des choix, il y en a plein. Ils ont décidé de faire le pari Connor Hughes. Je ne pense pas que c'est un mauvais pari. Je pense juste que dans les circonstances, on savait très bien que Ambry allait avoir le couteau entre les dents. C'était à prévoir. Est-ce que c'est de la faute à Connor Hughes à défaite? Non, pas du tout. Honnêtement, je ne pense pas. C'est sûr que là, il va se faire pointer du doigt peut-être d'avoir mis Hughes à la place de Berra. Est-ce que l'expérience et le talent de Berra auraient changé quelque chose? On ne pourra jamais le savoir. Mais c'est sûr et certain que moi, quand j'ai vu le line-up, ça a été la première question que je me suis posée. Peut-être que durant la saison, si on était en plein mois de novembre, peut-être qu'il l'aurait mis contre un pied à la maison puis il a regardé. Donc, c'est clair qu'on va mettre Hughes quand on va jouer 2 matchs en 24 heures. On ne le mettra pas un mardi soir. Peu de chance qu'on le mette un mardi. Si on est pour le mettre une fois de temps en temps, ça va être dans un back-to-back à la maison ou à domicile. Mais pour ce qui est de Berra, moi, je pense qu'il faut y donner un peu d'air. C'est pas un problème physique chez lui, c'est un problème mental. La concentration d'un match, quand tu joues un match, c'est la focus, etc., etc. Quand tu es toujours sous pression, à un moment donné, tu pètes un plomb. L'année passée, le body language de Berra était affreux au mois de janvier. Ils ont eu un mois difficile, ils ont joué des grosses équipes. Ça a été compliqué pour Fribourg. Et puis, tu avais Berra qui swingait sa canne dans tous les sens, qui pétait les plombs, etc. Mais c'est là que le surcharge s'est fait sentir. Puis après, ça a été mieux. Il y a eu la petite pause. Puis après ça, il est revenu. Mais il faut que tu le gardes mentalement tout le temps prêt. Puis ça s'est ressenti probablement un peu dans les playoffs aussi. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas tant physique que mental, la pression d'un gardien. Et puis pour juger... matchs en semaine pour Hughes, je pense qu'il aura les 2 derniers matchs de groupe de la Champions League puisque Fribourg est déjà qualifié. Ouais, et cela, ils auront lieu. Mais pour juger une décision comme ça, il faut tout avoir en main. Là, on peut faire que des suppositions. On ne sait pas si tout à coup... Est-ce que c'était prévu? Est-ce que la rotation était dit? On lui a dit ce match-là, il est pour toi. Est-ce que Berra, après Rapperswil, parce qu'il a quand même gardé Fribourg dans le match au deuxième tiers, n'a pas eu un petit truc? Écoute, là, j'ai un adducteur qui siffle un peu. Est-ce qu'on peut mettre Hughes? Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas que juger une décision comme ça maintenant, là, le lundi midi, c'est un peu compliqué. Moi, je me vois pas juger la décision de Dubé et de son staff en n'ayant pas toutes les infos. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut des fois prendre un peu des pincettes. Non, mais c'est ça. Après coup, c'est toujours facile. Oui, Pascal, bien sûr, on est là pour faire des théories. Mais on n'est pas non plus là pour inventer des trucs puis dire si c'était ça ou s'il y avait eu ça, peut-être que. Non, soyons un peu sérieux, regardons les faits. Et puis, si je le vois, la prochaine fois que je croise Christian Dubé ou David Abicher, je poserai la question. Comme ça, je sais la vérité. Ah ouais, mais là, c'est parce qu'il y avait ça. Lui, il va peut-être justifier son truc après coup aussi. Oui, bien sûr. Toujours parler de ce qu'on te raconte. Parce que ce qu'on te raconte, c'est souvent ce qu'on veut que tu racontes. Comme la version qui les arrange que tu racontes. Moi, les gars, je pas qu'ils sont bien sûr. La vérité. C'est comme ça avec tous les clubs. Tous les clubs romans, même ceux qui sont au bord d'un lac et puis pas près de la France. J'ai lu des trucs qui m'ont fait sauter en bas de ma chaise. Des fois, je lis des trucs, je me dis ah bon? Ah bon, c'est ce qu'on veut dire aux gens vraiment? OK, non, c'est pas vrai. Mais bon, ça arrive assez souvent. Ou disons que c'est la vérité édulcorée, je dirais, ou arrangée pour que ça les arrange. Donc, il ne faut pas toujours tout prendre comme du cash, effectivement. Sur une rotation de gardien, je pense qu'on peut quand même discuter. C'est pas ce qui va décider le championnat, quoi. Ouais, non, mais on est d'accord. Mais moi, je pense pas que c'était une mauvaise décision de mettre Hughes samedi, bien au contraire. Il y a Xavier qui a une question par rapport aux joueurs étrangers à Fribourg. Pour lui, il trouve qu'ils sont assez discrets en ce début de saison et Brodin, il l'a trouvé transparent lors du match à Ambry. Est-ce que vous ressentez ça aussi, messieurs? Il y a beaucoup de joueurs transparents à Ambry, pas le seul. Non, Ambry. Brodin, c'est un gars, c'est un power forward, c'est un gars qui travaille fort, etc. Il y a des matchs, il ne va pas s'inscrire au pointage, il ne va pas forcément s'aménager des chances de marquer, mais il fait du travail devant la cage, il complète des mises en échec, etc. C'est pas Stahlberg qui va t'épater par 2 belles montées, puis un tir dangereux, puis un but. Tu vas dire, il a été bon ce soir parce qu'il a fait 2 belles montées. Moi, je trouve que dans l'ensemble d'un match, Brodin t'amène un paquet de choses que Stahlberg t'amenait pas, mais il est moins flashy, forcément. Et puis, si tu regardes juste la feuille de pointage ou les highlights, ça ne te donne pas non plus l'historique du match. Moi, j'aime bien Brodin, personnellement. Je pense que c'est un gars qui apporte la grit du jeu rude, du jeu intense que Fribourg n'avait pas l'année passée, ou peu.
Et puis, je pense qu'un joueur comme ça, peut-être l'idéal, ce serait qu'il soit suisse, honnêtement. Hein. Donc, voilà. Donc, mais est-ce que tu vas avoir un gars comme ça, comme joueur étranger? Ça, c'est l'autre question. Mais en Ambry, ils ont Macmillan. Brodin ressemble à Macmillan. Et c'est un gars qui travaille fort, puis qui va donner des mises en échec, qui va aller devant la cage, puis qui va lutter, puis qui va... Voilà, si tu en as besoin de ça, est-ce que tu prends un poste d'étranger pour ça? Ça, c'est l'autre question. Mais moi, juger Brodin, c'est un joueur que tu dois voir l'entier du match pour juger vraiment de sa performance. Tandis que Stahlberg, tu as 2 highlights, un tir sur réception, puis une bonne accélération. Tu dis, wow, il est vachement bon, lui. Mais des fois, c'est trompeur. Parce que Stahlberg, il y a un paquet de petits trucs dans son match qui n'étaient pas idéal non plus. Et puis Stéphane, l'échantillon est faible, 3 matchs. Exactement. À partir de quel moment on a un échantillon représentatif? Il faut le dire tout de suite, parce qu'après coup, c'est trop tard. Peut-être la semaine prochaine. À part ça, Desharnais, Gunderson, je pense qu'ils amènent ce qu'ils doivent amener. Gunderson, c'est incroyable. Non, c'est encore le défenseur numéro 1, 24 minutes de temps de jeu. Même, la question que je me pose, les gars, et que je vous pose, est-ce que Diaz va accepter son rôle? L'année passée, il était sur le deuxième powerplay derrière Alatalo des fois. Là, il est sur le deuxième powerplay derrière Gunderson. C'est Gunderson qui a le premier powerplay. Donc, Diaz, puis Gunderson reste volontiers 1 minute 30, 1 minute 40. Est-ce que Diaz va pas dire à Dubé, écoute, moi, ça, je joue un peu plus sur le powerplay. Coach, Gunderson est bon. Moi aussi, je suis bon sur le powerplay. Mais l'année passée, je suis d'accord avec ta 1 minute 30 et 30. Là, sur les matchs de Fribourg que j'ai vu à Berne et à Fribourg contre Rappi, ça sort un peu plus vite. Donc, ils ont un peu plus de temps, le deuxième powerplay, avec Brodin, avec Bikoff, etc., avec Diaz à la bleue. Donc, ils ont un peu plus. C'est pas aussi extrême que l'année dernière. Après, Raphaël Diaz, je pense que c'est un très bon coéquipier. C'est un joueur qui prend son rôle. Je pense qu'il accepte deuxième défenseur derrière Gunderson, comme il a accepté aussi de ne pas prendre le C de capitaine parce qu'il sait très bien que c'est Sprunger le capitaine à Fribourg. Il accepte son rôle. Ça ne change rien, je pense, une lettre sur un chandail, mais je pense que pour lui, s'il y a du temps de glace comme sur la deuxième vague, je pense qu'il va l'accepter puis il va prendre... Je pense que rendu où il est dans sa carrière, je pense que c'est plus une question collective que personnelle. C'est mon avis. Après, Raphaël Diaz a toujours été peint comme un gentleman, comme un gars qui accepte son rôle et tout, qui ne fait pas de vagues. Un loser, selon la presse alémanique de Boulevard. Hein. Avant le titre de Zoug. Hein. Oui, exactement. C'était bizarrement au moment où il avait signé à Fribourg était sorti. Exactement. Non, c'est un loser. Il accepte son rôle. Il accepte même de jouer avec Philippe Fourer. Fourer, je ne vais pas parler. Lui, ça, c'est Fourer ce week-end, un match compliqué. Ça venait à Ambry, c'était un peu trop rapide pour lui, pour Fourer. Là. Mais un qui a plus de temps de glace. Shooter a plus de temps de glace que Diaz depuis le début de l'année, les gars. Il fait la paire avec Gunderson. Il a aussi marqué des points en Champions Hockey League. C'est ça. Pour revenir sur Diaz, il y aura aussi des matchs où le powerplay commence avec Gunderson qui était sur la glace juste avant. Donc, ce sera lui qui sera aussi à ce moment-là. Puis peut-être qu'au fil des matchs, au fil des sensations, des alchimies entre les joueurs, il y aura peut-être un échange entre Diaz et Gunderson sur la place de premier défenseur sur le powerplay. Donc voilà, c'est toujours la même chose. La saison, elle est encore longue. Des heureux problèmes. C'est quand tu as 2 joueurs comme ça que tu dois gérer l'ego. Non, mais je pense pas que ça soit un problème. Mais c'est quand même Diaz, je pense qu'il veut aussi avoir du temps sur le pipi. Je pense qu'il est assez grand pour discuter avec son coach. Il y a Thierry dans le chat, messieurs, qui dit Christian Dubé a dit vouloir jouer plus agressif cette année. Après 3 matchs, je trouve que ça ne va pas. La défense est souvent aux fraises. On aurait pu perdre les 3 matchs sans crier au scandale. Je nous ai trouvés très solides en faisant le dos rond et attendre le bon moment la saison passée. Oui, en play-off, on a ramassé, mais ça, c'est la musique d'avenir. Là, il faut se concentrer sur le présent et mettre des points au chaud. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec son point de jouer plus agressif? Ça ne va pas à Fribourg-Gotteron? On n'a pas assez de recul, encore une fois. C'est vrai que, par contre, il y a une chose qui compte très bien. Alors, ça a fonctionné à Berne, un moment. Et puis après, dès qu'ils ont décidé, maintenant, on gère, c'était porte fermée, il n'y a plus rien qui passait. Et ils ont géré la fin du match depuis le 3-2 de Di Domenico. Il n'y avait plus de forechecking agressif du tout. Ça aurait plu presque à Stéphane. 5 dans la zone neutre, tac, on attend, boum, on récupère par-dessus.
C'était Dubé Hayden qui était à la bande, c'est ça? Ouais, c'était ça, mais c'était assez efficace. Donc, Berne a essayé de passer par le centre, a essayé de dumper, a essayé d'attaquer de la vitesse sur le côté. Ça marchait, ça passait pas. Alors, OK, c'est sur 15 minutes. Et si tu ouvres trop, moi, je pense que s'ils ouvrent trop le jeu, les lacunes en défense vont paraître. Avec Diaz, on est un peu plus mobile en défense, puis c'est un gars qui peut aller 20-25 minutes. Donc, ça fait certes une différence. Sauf que ça reste une défensive qui est vieillissante, qui n'est pas mobile. D'ailleurs, c'est Yacar et Camerzin là, qui payent les pots cassés de l'arrivée de Diaz, c'est eux qui ont moins de temps de jeu, hein, c'est 7 minutes par match. Mais si tu ouvres trop le jeu, tu vas donner des contre-attaques plus dangereuses à une défensive qui n'est pas forcément hyper mobile. Donc, je suis assez d'accord. Mais s'ils arrivent à jouer le on-off, là, dire OK, on met beaucoup, beaucoup de pression à certains moments, puis après ça, comme M. Jean-Philippe vient de le dire, tu fermes un peu les boulons, puis les gars arrivent à s'adapter. Ça, c'est l'avantage d'une équipe qui est rodée avec de la constance, le même effectif. On fait que du fine-tuning, que des petits ajustements par rapport à l'année dernière, puis que ça roule tout de suite en début de saison. Ça, c'est un avantage pour Fribourg. Après, mais moi, pour revenir sur l'agressivité, si c'est l'agressivité comme ils ont montré à partir du deuxième tiers à Ambry, non, là, ils n'ont pas l'équipe pour, clairement. Parce que Di Domenico a commencé à chasser un petit peu tout le monde. C'était de la frustration. Et c'était de la frustration. Mais si c'est comme à Berne, oui, effectivement, c'est le bon plan. Bon, après, c'est ça, il ne faut pas mélanger agressivité sur la patinoire dans le style de jeu et agressivité à la Di Domenico qui perd la tête et qui ne gère plus. Ouais. Ça, c'est autre chose. Bon, ça, il y a des coachs qui aiment bien parce qu'ils disent on ne peut pas accepter la défaite, ça montre que les gars, ils ont de la rage, ils veulent gagner. Ça, c'est le message en Amérique du Nord quand une équipe est frustrée. Le message me fait toujours un peu rigoler. Si les joueurs réagissent, les leaders se montrent, on veut brasser un peu, comme quoi on n'accepte pas la défaite facilement. Ça, je trouve ça un peu. Ça, c'est surtout le faire en playoff quand tu joues 2 jours après contre la même équipe. Ça. Le samedi, c'était de la frustration à la Di Domenico. Hein. On sait que la mèche courte, puis il commençait à râler sur tout le monde, puis les gens criaient. C'était une soirée difficile pour Fribourg. Écoute, il s'en allait. Le match d'ouverture à la Valachia, bon, vous allez me dire, le match d'ouverture dans d'autres événements, ça ne s'est pas bien passé, mais à la Valachia, avec l'ambiance qu'il y avait, etc., les gars étaient survoltés. C'était un match compliqué à aller chercher. Là, je pense que Dubé en était bien conscient que ce match-là, ça allait être surtout après 2 victoires. Là. Il y avait un petit peu la fleur au fusil. C'était beau. Oui, puis il faut dire que le président Lombardi a mis la pression aussi en parlant pendant près de 30 minutes son discours d'inauguration. Donc, à mon avis, dans le vestiaire à Ambry, il savait que la mission, elle était simple. Il fallait marquer le premier but et gagner le premier match. Voilà. Le scénario n'était pas celui de Fribourg, ça me dit clairement. Messieurs, pour terminer sur l'agressivité, il y a Jérôme dans le chat qui a repris la balle au bon, là, qui dit « Quand on voit le premier tiers contre Rapperswil, je trouve que l'agressivité leur allait pas si mal. On aurait fini le premier tiers 3 ou 4-0. Personne n'aurait crié au scandale. On a baissé la pression au deuxième et au troisième tiers et on a bien vu la différence. » Donc voilà pour l'avis de Jérôme dans le chat. Voilà, et pour finir sur Fribourg, je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est exactement ça. Et poser la question à la fin du match à Marchand, qui dit oui, c'est vrai, on a déjà eu ça l'année dernière, en deuxième tiers, on a un peu de moins bien, on n'a pas encore la solution, on doit travailler dessus. Et pour finir sur Fribourg, question de Hugo et de Fabrice par rapport au surnuméraire. Donc Hugo par rapport à Rossi, qu'est-ce qu'on en pense? Et puis Fabrice, est-ce qu'on est surpris de voir Aaron qui dit puni? Aaron, c'est une punition parce qu'il l'a dit, il le déclare. Hein. D'ailleurs, Dubé, il a dit c'est une punition, je ne suis pas content de lui. Donc, ça, c'est absolument clair. Puis pour Rossi, c'est qu'il a encore des problèmes à sa jambe, semble-t-il, de l'année dernière. Donc, c'était plutôt des raisons de santé qu'il a été mis de côté. Jean-Philippe, il avait joué à Berne, mais on voyait qu'il n'était pas prêt. Hein. C'est ça. Il a encore ce problème à une jambe. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est un gars, moi j'aime bien sur Rossi, je trouve qu'il apporte une présence physique, etc. Ça donne du punch ou du poids, en tout cas, à l'aile droite. Et puis Aaron, il fait du Aaron. Je pense qu'il veut le secouer en début de saison pour pas qu'il soit passager toute l'année. Messieurs, il y a Fabrice aussi qui demande « Et cette nouvelle patinoire Ambry, elle est comment? » Malheureusement, nous quatre, on ne l'a pas visité. Par contre, nous, on a vu que les David Pietronigro, qui était sur place pour l'ouverture, n'avait que de bons commentaires à dire sur cette nouvelle patinoire, si ce n'est que les places de parc, là, mais il faut dire que c'était aussi guichet fermé là-bas, donc ça peut-être... C'est le seul match à guichet fermé qu'on a eu depuis le début de l'année. Hein. On a parlé des taux d'affluence dans le talk samedi. On a 70% à peu près de moyenne. Bon, avec ça le compte
commence à augmenter un peu. Donc, il fait encore beau. C'est le début de la saison, il y a le COVID, mais Ambry, moi, je pense que ça va être encore... Si cette équipe-là connaît un tant soit peu de succès cette année, ça va être vraiment chouette d'aller voir du hockey à la Valachie encore. David parlait de 15 000 demandes pour des billets pour le premier match. Mais ils ont limité, pour le clin d'œil, la capacité à 6 775. C'est une bonne nouvelle, Ambry, avec une nouvelle patinoire, un petit peu plus de moyens. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques avec l'ancienne, mais franchement, c'était pas plus possible. C'était la limite de l'insalubrité, etc. Maintenant, on a un outil de travail qui est intéressant, parqué en plein milieu de nulle part, là, à côté de l'autoroute, quand vous descendez au Tessin. Mais c'était essentiel. Et puis, je pense que pour la Ligue, c'est du bonus d'avoir un outil comme ça. Et d'attirer des joueurs avec une installation, dernier cri, nouvelle comme ça, c'est beaucoup plus facile que d'attirer dans l'ancienne Valachie. Puis le rendu à la télé était chouette. La caméra était une belle hauteur et tout. Le rendu à la télé, l'éclairage, le rendu à la télé est vraiment bien pour Ambry. Donc, en certaines patinoires, on est tout en haut. C'est pas idéal, mais là, franchement, chapeau. C'est mieux qu'avant où la caméra était quasiment au-dessus de la glace à Ambry et quand les arbitres allaient discuter, le caméraman, il poussait la caméra, elle était quasiment à 90 degrés au-dessus d'eux en priant pour que l'objectif soit bien scellé sur la caméra parce que sinon il y avait 4 arbitres qui se prenaient un tel objectif sur la tête. Ce qui n'aurait pas été très agréable. Voilà, messieurs, on va terminer cette émission avec le commentaire de Fabrice qui dit Ambry vont certainement créer une surprise cette saison. On verra dans quelques mois. Il n'y a que 3 soirées de championnat. L'échantillon n'est pas gros. Mais certainement, c'est une équipe avec beaucoup plus de mordants que l'année dernière. Oui. C'est l'équipe peut-être la plus améliorée cette année, à mon avis. Ça, on en avait déjà parlé, il me semble, la semaine passée, Stéphane. Oui, on se répète. Et on se répète. Mais je pense qu'on va le redire encore quelques fois, suivant les résultats d'Ambry. Et quand ça nous donne raison, on en parle. Quand ça nous donne raison, on oublie. Voilà, c'est ça. Messieurs, pour terminer, je vous propose qu'on inaugure notre nouvelle rubrique, à savoir le joueur du week-end. Je vous ai demandé en préparation de sortir un joueur qui vous a marqué durant les matchs qui se sont déroulés vendredi et samedi. Mettre un petit peu plus l'accent sur les clubs romans quand même, puisque on est côté roman et on a voté pour le Genevois Valtteri Filppula. Jonathan, tu as déjà eu pas mal de bons mots sur lui. On rappelle, il a marqué le 4-4 et le tir au but décisif. Ouais, et il a obtenu aussi 2 passes dans le match. On lui a rajouté une passe à la fin du match. Donc, ça lui fait 5 points en 2 matchs, à ses 2 premiers matchs en Suisse. Assez impressionnant. Il contrôle bien le match. Une bonne tête sur les épaules. Aussi bon offensivement que défensivement. Vraiment, c'est un joueur à surveiller du côté de Genève. Et on se réjouit, Jean-Philippe, notamment de le voir demain contre Berne. Oui, absolument. À la maison, hein? À la maison, à Genève. Ouais, Steph, déplace-toi pas à Berne. Là. C'est non, parce que... Steph, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il a attendu un ressource pour le studio. Ouais, je suis en studio, là. D'ailleurs, c'est l'occasion, on va vous montrer également le programme de la semaine. Alors, il n'y a que de la National League au programme. Nos 3 matchs studio, Genève-Berne demain, Zurich-Ajoie vendredi et Zug-Fribourg samedi. Rendez-vous à 19h25 pour ces matchs sur MySports One. Les autres matchs seront bien évidemment sur les autres chaînes à 19h40. Et on termine la soirée avec Puck and Goal, les highlights, puis Backcheck, le talk, qui seront, c'est le Backcheck, le talk qui sera diffusé en simultané sur Facebook et sur YouTube en direct. Stéphane, ça te fait pas mal de présence sur les réseaux sociaux avec tout ça. Je ne peux pas écouter en même temps que je suis au talk, là, c'est dommage. Bientôt, on va te payer simplement pour être influenceur, Stéphane. Influenceur, c'est ça. Déjà qu'il lance des rumeurs sur des joueurs comme ça, en parlant de coach, ça lance des rumeurs, il reçoit des appels parce que il a parlé de Lugano avec les jeunes, et puis ensuite il parle de Berne avec les jeunes, et puis il y a des gens qui lui demandent si ça le concerne directement quand il dit ça. La dernière rumeur samedi, c'était que Fribourg, là. On verra demain. Lugano vendredi. Et puis samedi, c'était Fribourg. On verra la suite, pour la suite, les rumeurs. Comme j'ai dit, une rumeur, tu la lances et puis elle vit sa vie après. Mais surtout que tu ne l'as même pas lancé volontairement, cette rumeur. C'était une boutade en plus. C'est Alex qui a lancé ça. Et puis voilà. Le présentateur aussi, il ne faut pas toujours le croire. Parce que...
D'ailleurs, il y aura deux présentateurs. Il y a les deux qui sont ici. Ils feront aussi des présentateurs cette année. Hein? En octobre, je pense aussi, Ouais. Jean-Philippe, toi aussi, c'est en octobre là, qu'on va prendre le micro et on va aussi animer des studios nationaux. Ils pourront aussi lancer des fausses rumeurs. Voilà. On va prendre les équipes qui restent parce que j'ai l'impression que d'ici à nos premiers studios, Stéphane, ton gars va être rendu partout. Ah, et on fait le tour de la Suisse 2 fois. Eh bien, merci, messieurs. On arrive au terme. Alors, on va déjà remercier à vous dans le chat pour les nombreux commentaires. On n'a pas pu répondre à tout le monde, bien évidemment. Merci, Jean-Philippe. On te retrouve demain à Genève, c'est ça? Oui, c'est ça. À demain. À demain. Stéphane, fidèle au poste au studio. Au studio, exact. Et puis, Mickey, on te remercie aussi pour la réalisation. Jonathan, pour la co-animation. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour Overtime avec cette fois-ci un invité qui sera Raphaël Berger. Oui, il a déjà confirmé. Voilà, comme ça, vous pouvez déjà préparer vos questions. Et il sera en direct, on le précise. Donc, vous pourrez préparer vos questions. On ne fera pas toute l'émission avec lui, mais vous pourrez lui poser vos questions. Ah, bonne nouvelle. Et Stéphane, toi, tu auras congé sur Overtime la semaine prochaine. Bonne nouvelle aussi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Excellente semaine à tous. Bye bye. Bye bye. Allez, ciao.